L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Voilà, il est 8h50 sur Studio Kalita. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio le docteur Michael Vigoda. Michael Vigoda, qui est le directeur du département du droit hébraïque au ministère israélien de la Justice. Michael Vigoda, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, nous avons sollicité en raison d'un projet de loi qui finalement, on n'est pas tout à fait certain qu'il est passé, vu les événements sécuritaires qui se sont produits hier et les changements de programme. On l'a vu, la rentrée parlementaire a été éclipsée par les événements, en tout cas la déclaration de Binyamin Netanyahou, les révélations de Binyamin Netanyahou dont nous avons parlé dans la première partie de ce journal. Mais c'est une loi qui devait être votée par la Knesset et qui, on va dire, devait donner au droit hébraïque, au Mishpat Ivri, on va dire, une forme d'autorité qu'il n'avait pas jusqu'à présent dans le droit hébraïque. Alors, expliquez-nous un peu. Dans le droit israélien, vous entendez ? Dans le droit israélien, oui. Je crois qu'il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure, et il y a beaucoup ici de bruit médiatique, oui, plus que réellement un changement dans le droit israélien. Je vais expliquer pourquoi. En réalité, cette loi, quand bien même elle sera votée, il est vrai qu'elle est discutée ces derniers temps, déjà depuis 2 ans à peu près, elle est discutée à la Knesset, de faire un changement dans une loi qui en réalité existe déjà depuis 1980. D'accord. C'est un amendement alors en fait. C'est un amendement à une loi qui existe déjà. Et il est important de connaître la loi de 1980 pour comprendre de quoi il s'agit lorsque l'on parle maintenant d'un changement dans cette loi qui, encore une fois, fait, et certains ont, je dirais, à cœur de donner, une certaine publicité à ce changement qui, à mon avis, comme je vais essayer de l'expliquer, n'est pas aussi dramatique et loin d'être aussi dramatique que certains ou d'aucuns veulent lui donner. Alors, de quoi s'agit-il ? En 1980, la Knesset vote une loi qui s'appelle, pour les besoins de cette interview, j'ai rapporté ici, j'ai traduit l'intitulé exact et la formule, le texte de la loi. C'est un texte qui n'est pas très long. En fait, c'est une loi qui contient 2 articles. D'abord, l'intitulé de la loi s'appelle, c'est un titre très très prometteur, puisque la loi s'appelle la loi sur les fondements du droit, Chok Yesodot HaMishpat, donc une loi de 1980. Et voici ce qu'établit cette loi. Elle dit la chose suivante. D'abord, je commencerai par l'article 2. L'article 2 abolit l'article 46 du mandat britannique sur Eretz Israël, lequel article prévoyait que lorsque les tribunaux sont devant une question juridique pour laquelle ils n'ont pas de réponse, eh bien, ils doivent s'en référer au common law anglais, c'est-à-dire au droit britannique. Le premier article de cette loi dit donc, puisque l'importation du droit britannique est abolie, alors qu'est-ce qui vient à la place ? Eh bien, voici le texte de la loi. La loi dit « Si le tribunal doit trancher sur une question de droit pour laquelle il ne trouve de réponse ni dans la loi, ni dans la jurisprudence, ni par analogie, il tranchera la question à la lumière des principes de liberté, de justice, de droiture et de paix de la tradition d'Israël. » Ok. Alors, c'est déjà quand même pas mal. C'est déjà assez important. C'est assez important. C'est important. Il faut dire qu'à l'époque, lorsque cette loi est discutée à la Knesset, il y a les tenants du Mishpat Ivri, du droit hébraïque d'un côté, et il y a les opposants de l'autre côté. Et puis, il y a surtout un homme, dites-moi si je me trompe, il y a le Shofet Elon, qui est on va dire le grand défenseur du droit hébraïque au sein de la Cour suprême. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, siège à la Cour suprême le Shofet Menachem Elon, qui, comme on le sait, n'a pas attendu cette loi pour faire référence
d'une façon massive dans ces arrêts juridiques, dans ces arrêts de justice, au Mishpat Ivri. Il n'avait pas besoin de cette loi pour le faire, mais il y avait l'espoir que ce changement allait amener les tribunaux à apprendre et à faire référence à la tradition juridique d'Israël, de façon à effectivement donner un caractère, à donner un contenu au caractère juif de l'État. Alors, il faut bien avouer que ça ne s'est pas véritablement produit, c'est-à-dire on ne peut pas dire que les tribunaux israéliens, que les avocats, les avocats de la défense, les avocats des parties civiles utilisent fréquemment, on va dire, le droit hébraïque dans leurs interventions, dans leurs plaidoiries, ou pour faire on va dire, remporter leur case. C'est relativement rare, on va dire. C'est relativement rare, et je peux même dire à mon grand regret. Oui. Mais c'est un état de fait. C'est-à-dire, s'il faut être honnête, point de vue de la description de l'état des lieux, il est que finalement, cette loi de 1980 n'a pas réellement changé l'état des choses. C'est-à-dire que... Elle peut-être même qu'à part cette loi, c'est-à-dire, il y a eu la personnalité, on n'a pas, parce que nous n'avons pas un temps illimité, mais il y a eu la personnalité très marquante, très charismatique du juge Aaron Barak, président de la Cour suprême, qui lui-même a tout fait. Il n'avait jamais même caché, je crois qu'il l'a dit une fois très clairement, qu'en quelques années à la présidence de la Cour suprême, il avait neutralisé, on va dire, tout l'impact du juge Menachem Elon dont nous venons de parler en matière de droit hébraïque. Il n'était pas du tout favorable à ce genre d'utilisation du droit hébraïque. Alors on est peut-être même revenu en arrière dans les années 90 et 2000. Moi, je ne dirais pas qu'on est revenu en arrière. Je dis tout simplement que la loi, finalement, elle dépend des juges qui l'appliquent. Oui. Et dans la mesure où la majorité des juges sont ignorants en termes de Mishpat Ivri, en termes de droit hébraïque, eh bien, il n'est pas tellement étonnant qu'un juriste qui ne maîtrise pas une matière ne soit pas enclin à s'en servir. Mmh. Et c'est en fait cela qui s'est passé et qui continue à se passer. Et comme je l'expliquais, juge Elon n'a pas attendu cette loi pour se servir du Mishpat Ivri. Il n'était pas le seul. Les juges Zilberg, Chaim Cohen, qui ont siégé à la Cour suprême dans les années 50, 60, 70, se servaient, et parfois d'une façon très éloquente et très élaborée, du Mishpat Ivri dans certains cas. Et ils n'avaient pas attendu cette loi. Et les juges qui ne se servaient pas de cette loi n'ont pas changé leur conduite avec. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui à travers cette loi ? Est-ce que l'on peut dire qu'à travers, en tout cas, peut-être les initiatives, ne serait-ce que celle de la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, visant à, on va dire, rééquilibrer, on va dire, la composition de la Cour suprême, dans laquelle faire en sorte qu'il y ait des juges de la Cour suprême qui soient plus conservateurs, et lorsqu'on dit plus conservateurs, on dit peut-être plus facilement soucieux de la tradition juive et hébraïque. Il y a aujourd'hui peut-être, on va dire, même plus de juges qui portent la kippa et qui sont pratiquants dans la Cour suprême aujourd'hui qu'il y en avait il y a quelques années. Est-ce que l'on peut dire que aujourd'hui, le droit hébraïque, vous apercevez peut-être le bout du tunnel pour vous, et que le droit hébraïque a plus de chances d'être mis en application dans la jurisprudence israélienne ? Je crois que cela dépend effectivement comme je l'ai dit avant, cela dépend du juge qui met en application la loi, qui doit rendre sa décision de justice. Et juste pour préciser, parce que nos auditeurs et nos téléspectateurs ne le savent, n'ont pas encore entendu finalement quel est l'amendement dont on parle maintenant. Oui. L'amendement dont on parle maintenant consiste simplement à rajouter dans les termes de la loi le concept et le terme de Mishpat Ivri d'une façon meforeshet. Plus clair. Non, meforeshet, c'est-à-dire clairement employer le mot Mishpat Ivri dans le terme de la loi. C'est-à-dire que la loi restera exactement la même, oui, que le tribunal tranchera la question à la lumière des principes de liberté, de justice, de droiture et de paix, du droit hébraïque et de la tradition d'Israël. C'est rajouter le mot droit hébraïque pour
je dirais, manifester le sens de cette loi qui était, chez certains juges, me remettait en question de savoir est-ce qu'on faisait ici référence au droit hébraïque, comme si c'était en réalité la question. Or, je pense que ce n'était pas la question. Il faut savoir que depuis que cette loi a été votée en 1980, j'ai fait une recherche pour savoir combien de fois cette loi a été mise en application pendant les presque 40 ans qui nous séparent de cette loi. Eh bien, on n'arrive pas à 100 décisions de justice. Et alors, c'est tout à fait étonnant parce qu'on aurait pu dire qu'à partir de 1980, dans les universités israéliennes, dans les écoles, dans les facultés de droit israéliennes, pourquoi finalement est-ce qu'il y a eu des programmes qui ont été réadaptés en fonction, afin de donner une importance prioritaire, on va dire presque, au droit hébraïque, de faire en sorte que lorsque, par exemple... Non, de tout temps, dans la formation des juristes israéliens, dans le cursus des étudiants en droit en Israël, on doit obligatoirement passer un cours sur le Mishpat Ivri. Mais ce cours, qui est un cours d'introduction au Mishpat Ivri, au droit hébraïque, je veux dire, il n'est pas sérieux de penser qu'après avoir passé un cours pour quelqu'un qui n'a jamais été versé ni dans le Talmud, ni dans les décisionnaires, ni dans le Rambam et le Shulchan Aruch, que quelqu'un puisse s'y retrouver sérieusement là-dedans. Donc, il a des notions. Non, mais alors, je pose la question autrement. Est-ce qu'il est possible que, par exemple, des juristes, des avocats qui sont dans des constellations, dans des procès, dans des procédures de droit, voient d'autres collègues qui utilisent ces arguments du droit hébraïque et se disent « Ah tiens, j'y avais pas pensé, peut-être que je dois aussi m'approfondir dans ce domaine ». Mais c'est absolument le cas. Et j'aimerais expliquer à nos auditeurs combien il y a quelque chose ici qui, je dirais, déforme un petit peu la réalité. C'est-à-dire que cette loi, avec toute sa symbolique, et je suis loin de le zalzel, comme on dit, mépriser. Je suis loin de mépriser l'importance symbolique. Mais je dis, avec toute l'importance symbolique de cette loi, il faut savoir que, sans se référer à cette loi, il y a des centaines, voire des milliers d'arrêts des cours de justice, y compris la Cour suprême, qui, au cours des années, y compris les dernières années, et peut-être même avec une recrudescence ces dernières années, il y a une référence au Mishpat Ivri, pas seulement dans les cas... La loi ici parle de lacunes, un cas dans lequel il n'y a pas de réponse à une question. Or, les problèmes, la possibilité d'utiliser le Mishpat Ivri n'est pas seulement lorsqu'il n'y a pas de réponse à aucune question. Comment appliquer la loi ? Comment interpréter la loi ? Comment, lorsqu'il y a une question de justice et que les juges veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde dans cette question, ils font une étude comparée. Eh bien, que les juges fassent référence et s'inspirent des acquis et de la richesse du droit hébraïque qui est quand même deux fois millénaire au moins. Et donc, ils le font. Ceux qui reconnaissent l'importance et le background et qui reconnaissent l'importance du Mishpat Ivri. Et c'est pourquoi, lorsque les avocats savent, par exemple, qu'ils ont affaire à un juge pour lequel ce genre d'argument va porter, eh bien, ils ont à cœur d'amener des arguments de Mishpat Ivri, que ce soit en référence, même si c'est pas cette loi qui doit être obligatoire à appliquer. Vous êtes en train de nous dire, Michael, que pour que le Mishpat Ivri soit et l'éclat qu'il mérite, eh bien, il faut que de plus en plus de jeunes, de plus en plus d'avocats soient des gens religieux qui soient capables de faire monter son prestige, on va dire. C'est par là que viendra la Yeshua, on peut dire. J'aimerais, dans ma position sur le Mishpat Ivri, je n'en fais pas une affaire de religieux. Oui. Je ne suis pas partisan de regarder le Mishpat Ivri comme un acquis ou une valeur qui appartient au monde religieux. Le Mishpat Ivri appartient à Am Yisraël, qu'il soit religieux ou qu'il ne le soit pas. C'est-à-dire l'importance accordée dans la tradition juive à la justice, au droit, est quelque chose qui est partagé pas seulement par le monde religieux, mais également par l'ensemble des juifs de par le monde. C'est en réalité même une valeur humaine qui, certes,
je crois, a été apporté d'une façon massive par la tradition juive, mais c'est d'autant plus donc l'occasion d'une rencontre dans laquelle il n'y a pas cette tension au niveau des aspects religieux qui déchirent parfois la société israélienne. Lorsqu'on parle des problèmes, je ne sais pas moi, de location ou de garantie ou de droit du travail ou de problèmes de respect des animaux, problèmes de gavage des oies ou je ne sais quel autre problème criminel. Ces questions sont des questions humaines dans lesquelles la tradition juive a quelque chose à apporter un bagage d'une importance capitale, et on ne comprend pas, je n'arrive pas à comprendre encore jusqu'aujourd'hui, comment est-ce qu'à cause des tensions religieuses, on perd le rapport à un patrimoine qui est d'une richesse. Alors donnez-nous, pour terminer, la solution. Comment vous voyez, vous qui êtes vraiment dans ce domaine depuis maintenant plus de 20 ans, comment vous voyez le droit hébraïque devenir s'imposer, je vais dire s'imposer, c'est peut-être pas le terme exact, mais devenir véritablement le support le plus solide, le socle le plus solide de l'utilisation du droit dans la justice israélienne? Je pense que c'est un travail de longue haleine, et c'est un travail dans lequel il faut reconnaître que le Mishpat Ivri, ce n'est pas un corps inerte et inanimé qui est tombé du ciel un beau jour et qui est resté comme il est arrivé sur terre. Le Mishpat Ivri, c'est un droit. Et comme tout droit, pour pouvoir exister, il doit vivre. Et pour pouvoir vivre, il doit se développer. Et il a montré au cours de toutes les générations sa capacité d'adaptation et de développement. Nous n'avons pas le temps maintenant d'expliquer comment. Mais je crois que cette opportunité donnée au peuple juif d'avoir son autonomie et sa souveraineté lui permet de réaliser cette autonomie et de développer dans le cadre de l'élaboration des lois qui viennent répondre à des problèmes du moment, qui sont des problèmes nouveaux, eh bien il faut, et c'est en partie ce qui se passe, peut-être pas assez à mon avis, aussi bien au niveau du pouvoir législatif qu'au niveau du pouvoir judiciaire, mais il y a des exemples tout à fait éloquents qui montrent que c'est possible et ça donne de très beaux fruits, je dirais, prenons un exemple, si la Knesset légifère sur la question de la fin de vie, par exemple, dans une loi qui a été votée il y a une dizaine d'années, eh bien, l'élaboration de cette loi s'est faite en faisant référence à la tradition juridique des valeurs juives. Et c'est le cas également pour encore bien d'autres domaines. Encore une fois, si vous m'invitez une fois à parler plus longuement de cette question, on pourra donner des exemples. Mais il faut savoir que d'un côté, il y a la nécessité de respecter une tradition, mais d'un autre côté, d'être capable de comprendre qu'il y a une nécessité d'adaptation et que cette adaptation est inscrite dans les structures du Mishpat Ivri comme un corps vivant qui n'arrête pas de répondre aux questions du moment et d'être à l'écoute des besoins de la société. Eh bien, docteur Michael Ligoda, merci beaucoup de nous avoir expliqué justement l'importance du droit hébraïque et puis en fait les tentatives en tout cas de restaurer son importance ou de lui donner un éclat, et l'éclat qu'il mérite et qu'il a pris dans l'histoire du peuple juif, dans l'histoire bimillénaire du peuple juif. Merci de nous avoir expliqué cela ce matin sur Studio, et merci d'être venu dans notre studio ce matin ici à Jérusalem. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'est là. Nous allons marquer une petite pause tout de suite et puis nous allons terminer cette heure d'actualité par Eliana Gurfinkel, sa chronique Un jour, notre histoire. Merci. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.